Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une foire aux questions. J'ai recensé plein de questions qui revenaient souvent sous mes vidéos YouTube, mais également sur Instagram. Parfois j'ouvre aussi des boîtes aux questions dans lesquelles vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Quand c'est rapide, j'y réponds en story sur Instagram. Quand ça mérite un petit peu plus de développement, je vais l'aborder ici sur YouTube. Avant de débuter, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre qu'Aglaïa. Aglaïa, c'est une bijouterie française et engagée. Absolument tous les bijoux que je porte au quotidien viennent de chez Aglaïa. J'ai tout le temps des questions dessus. Ça revient très souvent en commentaire, par exemple les grandes créoles que j'aime bien porter de temps en temps. Ça vient de chez eux. C'est une marque qui va privilégier des matériaux durables et des savoir-faire artisanaux. Depuis 2015, ils ont aussi reversé plus de 140 000 € à des associations. Vous pouvez retrouver tout ça sur leur site. L'engagement, c'est vraiment une part très importante de cette entreprise. Actuellement, ce sont les soldes et chez Aglaïa, vous avez toute une sélection qui est à prix remisé. Par exemple, vous avez ce collier Louisa qui est avec un rectangle en nacre. Je le trouve absolument sublime. Ça change de ce que j'ai l'habitude de porter. J'ai aussi pris la bague Elena avec un petit quartz framboise que je trouve absolument trop joli. Et je trouve que ça va très bien avec ces boucles d'oreilles qui sont avec un quartz rose. J'aime énormément les formes de boucles d'oreilles d'Aglaïa. Je trouve qu'elles sont fines, élégantes, il y a des détails qui font vraiment la différence. Elles sont aussi extrêmement qualitatives. Ce sont des bijoux que je porte vraiment au quotidien et qui durent vraiment dans le temps. Et je suis également sortie de ma zone de confort en prenant un bracelet un peu plus épais que ce que j'ai l'habitude de porter. Il est doré à l'or fin 24 carats, il est vraiment super joli. Je trouve que le fait qu'il y ait ces petites écailles un petit peu sur les différents anneaux et le fait qu'il y ait ce côté où ça commence par un bracelet beaucoup plus fin et que ça continue sur des anneaux plus larges, ça reste vraiment très fin et élégant, même si c'est un bijou plus voyant. Je vous l'ai dit, ce sont les soldes sur le site, mais avec mon code promo MURETNOISETTE15, vous avez 15% de réduction sur absolument tout le site, mais également sur les soldes. Donc ça peut vraiment être intéressant si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, ou même si vous voulez anticiper certains cadeaux à d'autres moments de l'année. Ça peut être bien de profiter des soldes d'été par exemple, pour préparer les cadeaux de Noël ou les cadeaux d'anniversaire à venir. Et c'est génial de soutenir une marque engagée au passage. Et pour les Marseillais, il y a une boutique à Marseille, rue Paradis, puisque c'est une marque marseillaise à la base, où vous pouvez trouver vraiment des promos et des exclus que vous n'avez pas sur le site. Vous avez des déstockages, il y a des bijoux à partir de 20 €, il y a vraiment plein de pépites. Donc n'hésitez pas à passer à la boutique si vous en avez l'occasion. Merci encore à Aglaïa de soutenir mon travail depuis toutes ces années. Nous allons pouvoir passer à la vidéo. Alors la première question qu'on m'a posée, vous allez le voir, il y a des questions plus légères, des questions un petit peu plus profondes on va dire. La première question va être plutôt légère puisqu'on m'a demandé mes conseils pour une valise minimaliste. Alors dans mon cas déjà je n'ai pas de valise, j'ai toujours des sacs à dos quand je voyage. Peut-être que les valises c'est bien, honnêtement ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de valise parce que je trouve que le sac à dos pour les modes de transport que j'utilise, qui vont souvent être le train avec des transports en commun etc, je trouve que le sac à dos c'est pratique. L'autre astuce que je vais appliquer, c'est que j'essaye de ne pas dépasser 20-25% de mon poids dans mon sac à dos. Et ça, c'est vraiment une limite large. Si je peux être plutôt à 15%, ça va être quand même beaucoup plus confortable. Je vais essayer d'anticiper tous les moments où je devrais porter mon sac à dos. Et donc au moment où je compose un petit peu mon pactage, ça me permet quand même de bien réfléchir à mes choix. Là, dans notre voyage de 15 jours, on avait quand même des machines à laver dans chacun des logements où on a été. Vous avez pu le voir sur les photos que j'ai partagées de mon voyage, dans le vlog, etc. Je porte très souvent les mêmes tenues parce que le moins on emmène, le moins on a à porter. Après c'est pareil, nous vu qu'on était deux, on s'est emmené un seul ordinateur pour deux parce que en soi on avait tous les deux besoin d'un ordinateur mais on n'avait pas forcément envie d'en porter deux. On a essayé de profiter aussi du fait qu'on était à deux. Pour tout ce qui avait besoin de chargeurs communs, on prenait un seul chargeur pour deux. On s'est organisé par rapport à ça pour pouvoir fonctionner au mieux. Et pour tout ce qui est trousse de toilette, j'essaye vraiment d'emmener le minimum absolu. Je vais essayer de choisir ce qu'il y a de plus léger pour chaque option aussi. Par exemple, quand je dois choisir entre deux vêtements, j'essaye de privilégier les légers. Alors là, on a voyagé en été, donc c'est plus facile qu'en hiver. Mais c'est pareil, en hiver, je vais essayer à chaque fois de choisir ce qui est le plus optimal.
Et c'est vrai que chaque dizaine de grammes comme ça évité au fur et à mesure, à la fin ça fait beaucoup moins de poids qu'on doit porter sur notre dos. La deuxième question, c'est avez-vous déjà eu des regrets sur les investissements que vous avez faits, notamment sur la charge que ça représente? Alors je sais pas à quels investissements la personne pense, mais peut-être qu'elle fait référence à notre premier appartement dans lequel on a vécu, qu'on a mis en location et dans lequel il y a eu des travaux dernièrement. Et du coup, c'est vrai que ça a représenté beaucoup de charges en temps passé pour aller voir les travaux, pour ajuster, etc., pour déménager, pour décaler les meubles, pour remonter les meubles. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu aussi des frais en plus, etc. Dans tous les cas, non, on regrette aucun investissement que l'on a fait. Il y a des investissements qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a que l'on a fait à de meilleurs moments que d'autres. Mais dans tous les cas, tous ces investissements, ils nous ont apporté quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de connaissances. On a appris plein de choses. Là, par exemple, certes, c'était contraignant d'aller tout le temps à l'appartement, de gérer des travaux, etc. Mais en fait, ça nous a appris plein de choses sur le fonctionnement des travaux. Ça nous a fait aussi un bon carnet d'adresses qui pourra nous servir pour plein d'autres choses. Et en fait, dans tous les investissements qu'on a fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on n'a jamais, je pense, trop investi ou trop pris de risques. Ce qui fait que même quand ça se passe pas de manière optimale, c'est gérable parce qu'on n'est pas dans des situations où le moindre couac peut vraiment nous mettre à la rue ou de manière moins dramatique nous obliger à vendre le bien à perte, etc. On a toujours eu de l'argent de côté, donc je pense que ça va avec ça aussi, c'est qu'on met de l'argent de côté pour pouvoir sécuriser lorsque tout ne se passe pas exactement comme on le voudrait. Et sinon, on a investi dans plein d'autres supports d'investissement, dans du crowdfunding, dans de la bourse, dans plein de choses. Et à chaque fois, pour nous, c'est juste une expérience. Parfois, ça se passe pas exactement comme on le voudrait, mais on est patient, on ne retire pas l'argent au moment où ça se passe mal, on préfère attendre, etc. Et je pense que le fait de ne pas être pressé, ça joue énormément en notre faveur. La troisième question, on m'a demandé quel a été le coût total de notre voyage. Du coup, pour ce voyage de 15 jours dans lequel nous avons visité Vienne, Prague, Berlin, pour lequel on a pris le train de nuit et dans lequel on a quand même beaucoup mangé à l'extérieur. J'ai compté dans mon petit tableau, on a mangé 17 fois à l'extérieur sur ce voyage, sans compter tous les repas qu'on a pris sur le pouce, etc. Quand on a acheté des choses toutes prêtes en supermarché ou quoi, mais vraiment en repas au restaurant, on va dire. Et donc nous avons dépensé 1054 € par personne. On avait prévu un budget de 1000 € chacun, donc on a dépassé de 5%. Il faut savoir que généralement on dépasse son budget voyage, notamment quand on ne budgétise pas. Souvent les gens vont dépenser entre 30 et 50% de plus sur le voyage que ce qu'ils avaient anticipé. Donc je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Dans tous les cas, sur le mois de juin, on a réussi à épargner un peu plus que ce qu'on avait prévu parce que même si on a un petit peu dépassé sur le budget voyage, on a beaucoup moins dépensé en nourriture en dehors du voyage puisque on a été que 15 jours chez nous au lieu d'un mois. Et après, il y a aussi des choses que j'ai comptées dans le budget voyage comme des cadeaux, etc. Normalement, ça c'est des choses que je compte dans le budget cadeau, mais là on l'a compté dans le budget voyage. J'ai aussi acheté quelques vêtements en friperie, mais j'ai pas dépensé beaucoup, j'ai dépensé 16 € je crois, que normalement j'aurais compté dans mon budget vêtements, mais par simplicité, je l'ai compté dans le budget voyage. Le principal dans votre budget, c'est que les choses soient comptées quelque part. Parfois, si vous savez pas trop dans quelle catégorie le mettre, mettez-le juste quelque part, ne le comptez pas en double évidemment. Et du moment que c'est référencé, ça ne faussera pas votre budget. Alors la quatrième question, j'avais déjà commencé à y répondre sur Instagram et j'en avais parlé aussi en septembre l'année dernière, mais depuis il s'est passé des choses quand même et c'est quelque chose qui revient beaucoup globalement dans mes commentaires, dans mes messages privés, etc. Mais là la question que j'avais sélectionnée disait « Tu as énormément fondu, quelle est ta méthode ?» Donc ça fait référence au fait que j'ai perdu du poids. Je vais donc répondre à cette question en 2 points. Pour le premier point, c'est que j'ai changé des choses dans mon mode de vie et que la perte de poids a été un effet secondaire, c'était pas l'objectif voulu à la base, mais c'est que j'ai commencé à faire pas mal de tennis depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans maintenant. Je me suis mise à faire du tennis 3, 4, 5 fois par semaine et que assez naturellement, pendant plusieurs mois, j'ai perdu du poids. C'était pas une perte de poids flagrante, donc j'ai mis du temps en vrai à me rendre compte que je perdais du poids parce que j'avais calculé ça après, j'avais perdu en moyenne 0,8 kg par mois pendant à peu près 1 an, donc ça a été quand même assez progressif. Il y a un moment où j'ai commencé à le voir, où ça a commencé à se voir aussi,
mais c'était une perte de poids qui n'était pas forcément inquiétante, dans le sens où c'était léger chaque mois et ça se stabilisait sur la fin. Ça a simplement été entraîné par le fait que j'avais une dépense énergétique assez importante. Le tennis c'est un sport qui globalement consomme beaucoup d'énergie, et à côté de ça je faisais en sorte de bien manger, notamment pour prendre du muscle, etc. Parce que je me disais que c'était dommage de faire autant de sport et de pas me concentrer sur mon muscle. Il y avait aussi le fait que par le fait de perdre du poids, je ne voulais pas être en fonte musculaire. Et donc j'avais perdu une quantité de poids qui n'était pas non plus inquiétante. J'étais revenue à mon poids de forme, on va dire, de avant que je travaille dans la restauration. Puisque quand je travaille dans la restauration, et j'avais un implant en plus de ça qui perturbait énormément mon cycle hormonal, etc. J'avais pris du poids pendant ce temps-là, j'en avais reperdu un petit peu après. C'était pas problématique pour moi, j'aimais beaucoup mon corps avant ma perte de poids aussi. Et je vous l'ai dit, il y a une deuxième partie de réponse à cette question, et il y a eu quelque chose qui a un petit peu bouleversé tout ça. C'est que en octobre l'année dernière, j'ai fait une prise de sang comme je le fais chaque année, et je vous invite tellement à faire des prises de sang régulièrement pour vérifier que tout va bien. Et on a pu se rendre compte sur cette prise de sang que j'avais une maladie auto-immune. Par le fait que je fais très régulièrement des prises de sang, etc., on a pu voir que c'était très récent. C'est une maladie, alors j'ai pas envie de dire la maladie exacte, même si je sais qu'il y en a qui vont deviner de quelle maladie il s'agit, parce que je dis dans la vidéo, mais s'il vous plaît, ne faites pas de suppositions ou quoi que ce soit en commentaire, même si vous voyez de quelle maladie il s'agit. J'ai pas envie de recevoir 1 milliard de conseils non sollicités, j'ai pas envie qu'on vienne me culpabiliser sur des choses que je fais, qu'on vienne me dire, moi je connais quelqu'un qui a guéri, mais il faut que tu fasses ça, etc. Nanana. Je suis juste suivie par un médecin, j'applique ce que le médecin me dit et j'applique le traitement qu'on me donne. C'est un traitement qui est assez long, je suis en bonne voie pour guérir. J'ai pas envie non plus qu'on me culpabilise et qu'on me dise c'est parce que t'es végane, c'est parce que tu manges du gluten, c'est parce que tu fais trop de sport, c'est parce que tu manges gras, enfin j'en sais rien. Qu'on me dise tout et n'importe quoi sur mon mode de vie, en sachant que c'est une maladie qui a des facteurs héréditaires, qu'il y a plusieurs femmes dans ma famille qui ont eu cette maladie, et dans mon cas par le fait que ça a été détecté extrêmement tôt, puisqu'on a vraiment pu estimer que ma prise de sang a été faite pratiquement dans les mois suivant le déclenchement de ma maladie, au vu des symptômes que j'ai pu avoir, etc. Et donc cette maladie auto-immune, c'est une maladie qui agit très fortement sur le métabolisme. Et donc dans le mois qui a suivi, à peu près le moment où elle a été détectée et avant que je commence mon traitement, j'ai vraiment perdu énormément de poids. Je crois que c'était donc à peu près sur 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai perdu 5 kilos, ce qui était absolument énorme, ce qui commençait à vraiment m'inquiéter. Et notamment, j'étais partie en Espagne juste avant d'avoir mon rendez-vous médical pour commencer mon traitement. Et donc sur la semaine où j'étais en Espagne, je m'étais pesée avant de partir, je m'étais pesée en rentrant. J'avais perdu pratiquement 2 kilos, donc sur une très courte période, en sachant qu'en plus de ça, c'est une période où je faisais pas de tennis parce que j'étais en vacances, où je mangeais beaucoup à l'extérieur, etc. Donc il n'y avait vraiment pas de raison de perdre autant de poids. Et quand j'ai commencé mon traitement dans les premiers mois, j'ai pu reprendre le poids que j'avais perdu sur ces dernières semaines à peu près. Et après, mon poids s'est globalement stabilisé avec le traitement, en sachant que c'est un traitement qui peut avoir un effet inverse. Donc quand on est malade, on perd énormément de poids. Quand on commence à avoir un traitement, le traitement va compenser un petit peu ça et va ralentir très fortement notre métabolisme, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent avoir tendance à prendre beaucoup de poids dans la période du traitement, et très souvent on peut prendre beaucoup plus de poids que ce qu'on a perdu avant le traitement. Dans mon cas, je pense que ça s'est stabilisé parce que j'ai continué de pratiquer une activité physique. Donc au début, on m'avait dit de ralentir un petit peu sur l'activité physique pour voir si ça avait une incidence sur le traitement ou pas. Il s'avère que je réagis très bien au traitement, que je suis en très bonne voie pour guérir. C'est juste que c'est long et qu'on m'a dit que je pouvais reprendre une activité physique, qu'il fallait maintenir un mode de vie équilibré de manière générale. Je n'ai aucun aliment interdit ou contrainte particulière, et j'ai la chance de n'avoir aucun symptôme dans cette maladie, notamment parce qu'elle a pu être détectée très tôt, parce que pour les personnes de ma famille qui ont eu cette maladie, qui a été détectée des années après qu'elle ait commencé, parce que en fait souvent cette maladie elle est très silencieuse pendant longtemps, et si on fait pas de prise de sang on s'en rend pas forcément compte. Dans le cas de mes proches, ils ont eu des symptômes vraiment très importants, très handicapants,
et ça a pris du temps pour que le traitement agisse sur eux, etc. Dans mon cas, sur ça, j'ai vraiment eu de la chance, donc ça n'impacte pas mon mode de vie, je vais très bien. Je suis en parfaite santé sur tous les autres points, je ne suis pas fatiguée ou quoi que ce soit. Et le seul symptôme que j'avais eu du coup, c'était cette perte de poids assez fulgurante dans les mois qui ont précédé le début de mon traitement. Et j'ai réussi à stabiliser tout ça, à ne pas faire le yo-yo non plus, parce que c'est jamais agréable de perdre 20 kilos, de prendre 20 kilos, enfin d'aller dans tous les sens comme ça. Et en plus, le traitement a quand même besoin qu'on ait un poids assez stable pour ajuster le bon dosage. Donc voilà, je trouve que je m'en sors bien sur tout ça. J'aborderai plus forcément ce point en vidéo, peut-être éventuellement le jour où on m'annonce que je suis guérie, si ça arrive, parce que il y a normalement un fort taux de guérison dans cette maladie, donc on va croiser les doigts. Je vous en parlerai peut-être à ce moment-là, mais c'est tout. Et vraiment, s'il vous plaît, pas de conseils, pas de recommandations, etc. Je suis suivie par un médecin et ça me va très bien. La 5e question, c'est: tu m'as l'air très heureuse, quelles sont tes motivations? Alors, je pense qu'on peut pas forcément savoir si les gens sont heureux juste en regardant, notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'on partage ce que l'on veut bien partager. Mais en tout cas, dans mon cas, je pense être très heureuse, très épanouie. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, mais je pense que mes motivations, c'est que je considère que j'ai beaucoup de chance sur plein de points. Je suis en couple avec une personne qui est bien intentionnée, avec qui, je sais pas, je trouve qu'on a une bonne relation. Pour moi, ça va énormément se jouer quand même à la vie sociale, à l'entourage, etc. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie sur ce point-là. Je m'entends bien avec ma famille, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que ça a toujours été parfait. D'ailleurs, il y a eu des phases plus compliquées quand j'étais plus jeune, mais en tout cas, aujourd'hui, je considère que les choses vont quand même plutôt bien. En termes de cercle d'amis, je trouve qu'avec le temps, j'ai vraiment consolidé des amitiés dans lesquelles je tiens vraiment aux personnes, avec des personnes qui tiennent à moi. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'essaye de mettre en place dans mon mode de vie pour aller bien justement. Alors attention, je suis pas en train de dire que si vous êtes en dépression ou quoi que ce soit, il suffit de mettre quelques petits gestes en place et que tout va aller bien. Pas du tout. Mais en tout cas, dans mon mode de vie et ce qui me permet d'aller bien, c'est que je fais attention à ma vie sociale et je pense que c'est hyper important quand on travaille de chez soi, donc d'avoir un rythme où je vois des gens régulièrement. Il y a aussi le fait que je fais du sport et je pense que ça contribue énormément au bien-être mental, que je vais marcher tous les jours, ça aide aussi. Je pense que professionnellement, je suis épanouie parce que je fais un métier qui me plaît, que je parle de sujets qui me plaisent, que globalement j'ai un mode de vie qui est aligné avec mes valeurs aussi. Alors ça peut paraître hyper prétentieux de dire ça, je dis pas du tout que je suis moralement parfaite ou je sais pas ou quoi que ce soit, mais juste, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et je pense que je suis assez intransigeante dessus et que du coup ça me fait du bien. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je suis aussi extrêmement reconnaissante de plein de choses que j'ai dans la vie, que ce soit le fait qu'on a quand même un bon confort financier avec mon conjoint, que ça n'a pas forcément été le cas dans notre début de vie d'adulte. Donc c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, de tous les projets qu'on peut avoir, etc. Pour moi, il y a une part de privilège dedans dans le fait qu'on réussisse à faire tout ça. Il y a aussi une part d'effort de notre part. Et donc je suis contente de voir que ce qu'on met en place nous réussit bien pour le moment. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, je dirais. C'est pas une formule magique, ça marche pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas oui, je trouve que je vais vraiment bien actuellement. La 6e question, c'est: as-tu pensé à élargir ta rubrique budget d'abonnés à des gens qui galèrent? Et en fait, cette question, elle m'a fait réfléchir parce que il y a des budgets de gens qui galèrent sur ma chaîne. En fait, des fois, j'ai l'impression que si j'ai partagé 1 ou 2 budgets de personnes qui s'en sortent bien, d'un coup, les gens ont l'impression que je partage que des budgets de gens qui s'en sortent super bien, alors qu'il y a plein de types de budgets différents qui ont été postés sur ma chaîne. Vous avez la playlist budget d'abonnés, vous pouvez voir qu'il y a plein de profils. Et je pense qu'il y a aussi un biais, c'est que parfois, quand on galère dans son budget, on a l'impression que tout notre budget est négatif, alors qu'il y a probablement plein de choses qu'on fait qui sont quand même bien. Et c'est vrai que très souvent, quand je partage des budgets d'abonnés, je vais essayer de mettre en avant aussi tout ce que les gens font de très bien dans leur budget, les opportunités qu'ils peuvent avoir ou quoi que ce soit. Et souvent, je vais avoir des retours de personnes qui m'ont envoyé leur budget que j'ai partagé en vidéo, qui vont me dire c'est fou, je me rendais pas compte que sur ça, je gérais quand même plutôt bien ou ce genre de choses. Et donc parfois je pense qu'il y a aussi la perception que l'on a de notre budget, mais en tout cas dans les budgets que je partage sur ma chaîne, il y a de tout type de budget. Alors évidemment c'est biaisé par le fait que je sélectionne en fonction de ce que les gens m'envoient et qu'il y a certains types de budgets que je ne reçois pas forcément, donc déjà
n'hésitez pas à m'envoyer votre budget à raphaelreact@outlook.fr. Comme ça je pourrais peut-être le sélectionner pour le partager, en sachant que j'en reçois quand même beaucoup, donc je ne peux malheureusement pas faire tous les budgets. Des fois je reçois des messages privés sur Instagram de gens qui me disent est-ce que tu peux partager mon budget? Mais en fait, je sais pas, ça dépend du budget aussi. Et j'en ai plein, donc je sais pas si je vois pas le budget. Je sais pas forcément si j'ai quelque chose à apporter dessus ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par cette adresse mail uniquement pour les partages de budget. La 7e question, c'est est-ce que tu te complémentes en oméga 3? Et il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi si je me complémentais en fer. Alors, les compléments qui sont vraiment indispensables quand on est vegan, c'est la vitamine B12 et la vitamine D en hiver, en sachant que la vitamine D, elle est indispensable globalement pour tout le monde, puisque l'ensemble de la population a globalement une légère carence en vitamine D, ou pour certains une grosse carence. Pour la vitamine B12, c'est pas que pour les véganes, ça va être aussi pour les végétariens, pour les personnes qui ont réduit leur consommation de viande, ou globalement qui mangent pas beaucoup de viande rouge. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont absolument pas véganes, mais qui mangent surtout du poulet, des œufs, etc. Ce sont de très mauvaises sources de B12. Il y en a plusieurs qui ont fini en carence de B12, et donc sur ça c'est très important. Pour la question sur les oméga 3, donc c'est pas indispensable de se complémenter quand on est vegan. Personnellement, j'applique un petit principe de précaution, puisque j'ai beau faire attention à mes sources d'oméga 3 en mangeant des noix, des graines de chanvre, parfois des graines de chia, à faire attention d'équilibrer mes huiles, etc. Vu que je sais que parfois je fais pas forcément attention ou quoi, j'aime bien prendre un complément de temps en temps d'oméga 3, DHA, EPA, à base d'algues. On peut aussi le trouver sous forme d'huile d'ailleurs. Il y a la marque Quintessence qui fait des mélanges d'huile comme ça, qui contiennent des huiles de microalgues qui permettent d'atteindre plus facilement ces apports. Mais quand je dis que je me complémente vraiment, c'est de temps en temps. Je pense que là ça doit faire 3 semaines que j'en ai pas pris. J'en prends un de temps en temps, idéalement un par semaine. Mais voilà, je me complémente pas hyper régulièrement non plus. Pour le fer, non, je ne me complémente absolument pas. Pour le coup, je me suis jamais complémentée en fer parce que j'ai réussi, alors que j'étais en carence avant d'être végane, j'ai réussi à remonter mon fer par l'alimentation en étant végane, notamment parce que j'ai toujours consommé beaucoup de sources de protéines végétales et que dans l'alimentation végétale, énormément de sources de protéines sont de très bonnes sources de fer, notamment les légumineuses, le tofu, tout ce qui est protéines de pois texturées, etc., les noix, ça va être de très bonnes sources de fer. Et j'ai toujours fait attention à consommer des sources de vitamine C avec donc des fruits, des légumes, etc. Et à espacer ma consommation de café de mes repas. Donc par exemple, idéalement, ça veut pas dire que je le fais tout le temps, mais je vais consommer mon café au moins une demi-heure avant mon petit-déj, ou alors parfois 1 heure avant, ou alors après, mais je vais essayer de ne pas consommer mon café pendant mon petit déjeuner par exemple. Et pareil, quand je prends un café l'après-midi, je le prends pas directement après mon repas du midi. Et avec tout ça, ça fait que j'ai un super bon taux de fer. Il est déjà au-dessus de la norme minimale, mais il est même un petit peu au-dessus de la moyenne, en sachant que c'est très bien, notamment pour une personne menstruée, puisque le fait d'avoir des menstruations fait que l'on perd plus de sang et donc que nos apports en fer sont plus difficiles à atteindre. Donc je suis très contente de pouvoir dire qu'avec mon alimentation, j'arrive à combler tous ces besoins-là. La 8e question, c'est pourquoi tu continues de dépenser peu alors que tu gagnes un bon salaire? Déjà, pour répondre sur le salaire, en soi, j'ai pas un salaire, j'ai un revenu parce que je suis micro-entrepreneur. Donc ça veut dire que je n'ai pas un salaire. Mon revenu chaque mois, c'est ce qu'il reste de mon chiffre d'affaires une fois que j'ai déduit les charges et les impôts, et qu'en fait c'est absolument pas un revenu qui m'est garanti, c'est pas un CDI, je suis pas garantie d'avoir ce revenu avec un préavis si jamais ça s'arrête, avec du chômage derrière, si jamais la cessation d'activité n'est pas de mon fait. Donc en fait pour moi déjà il y a la part où je peux pas considérer mon revenu au même titre qu'un salaire. Ensuite, il va y avoir le fait que je dépense en fonction de ce dont j'ai besoin et de ce qui me convient, et pas en fonction de ce que j'ai sur mon compte en fait. J'ai pas envie de surconsommer parce que j'ai plus d'argent disponible, au-delà du fait que je suis pas sûre de continuer à avoir de bons revenus comme ça dans toutes les phases de ma vie. Si à un moment j'ai des enfants par exemple, je pourrais peut-être pas travailler autant et avoir le même type de revenus. Il y a plein de choses comme ça qui font que pour moi c'est important de mettre de l'argent de côté. Et parce qu'on a des projets assez importants avec Didier.
et que le fait de pouvoir avoir ces revenus actuellement qui sont bien plus élevés que ce qu'on avait pu espérer à certains moments de notre vie, bah c'est juste une opportunité pour pouvoir atteindre ces objectifs encore plus vite et même d'avoir pu aussi moduler un petit peu ces objectifs où par exemple là on peut espérer un jour acheter une maison à Marseille et ce qui malgré nos bons revenus actuellement ne nous serait pas accessible uniquement par le crédit. On a besoin d'avoir un apport pour ça et donc on constitue notre apport petit à petit. 9e question, as-tu prévu de partir à la montagne cet été? Oui, je vais partir à la montagne cet été comme chaque été. Nous on adore la montagne. L'été là on va partir avec mes parents et donc bah, généralement c'est trop bien, enfin, sachant que nous quand on va à la montagne c'est dans le studio que l'on a acheté, donc ça nous fait des vacances à très faible coût et surtout qu'on va dans une station qui est toute petite. C'est pas du tout une station hyper bling bling ou quoi, enfin en vrai il n'y a pas grand chose à faire à part de la randonnée, aller voir des lacs, aller voir les marmottes etc. Et moi c'est ce que j'adore. Et surtout que c'est des montagnes qui sont dans notre région donc ça nous permet de pas aller trop loin non plus. Ça nous permet d'aller dans la fraîcheur aussi parce qu'il fait chaud l'été. Et à la montagne, bah, malgré le réchauffement climatique, il fait quand même bien plus frais qu'à Marseille, donc c'est agréable aussi. Enfin, de toute façon, moi j'adore la montagne à toutes les saisons. J'espère qu'on pourra y aller aussi en automne, même si c'est juste pour un week-end ou quoi, mais je trouve ça tellement beau la montagne au fil des saisons, donc oui, c'est prévu. Et la 10e question, c'est es-tu éco-anxieuse? Alors je sais que la réponse va peut-être surprendre parce que je parle quand même régulièrement d'écologie, qu'il y a plein de choses que je mets en place dans mon quotidien en lien avec l'écologie, mais non, je ne suis pas éco-anxieuse, je n'ai pas d'anxiété en lien avec ce sujet-là. Et ça veut pas dire que je trouve pas que c'est grave, hein, le réchauffement climatique ou quoi, mais c'est simplement que je mets plein de choses en place dans mon quotidien et justement je pense que l'action aide à lutter contre l'anxiété. Dans le sens où le fait d'agir, ça maintient occupé et ça donne un peu d'espoir aussi. Pour moi, c'est pareil que sur le sujet de la cause animale. Ça a été un vrai apaisement d'arrêter de consommer des produits d'origine animale pour moi parce que je savais que j'arrêtais de contribuer à l'exploitation animale, aux abattoirs, etc. Et en fait, ça amène déjà énormément d'apaisement de savoir qu'on ne contribue pas au problème. Alors pour l'aspect réchauffement climatique, évidemment que comme chaque individu, j'ai mon empreinte, mais le fait d'agir et le fait aussi de faire une des choses les plus importantes quand il s'agit de réchauffement climatique, c'est de communiquer sur le sujet. Je sais que je le fais aussi en fait. Donc je sais que je peux pas forcément faire plus, enfin on peut toujours faire plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait j'ai pas forcément d'anxiété sur le sujet. Je pense que limite ce qui m'inquiète le plus sur le sujet, c'est les conséquences plus immédiates qu'on pourrait avoir en lien avec le réchauffement climatique, comme notamment les gens qui se tapent dessus, parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent dès qu'il commence à y avoir un problème. Au lieu parfois d'agir ou de remettre en cause l'intégralité du système, les gens vont se pointer du doigt les uns les autres et dire que c'est la faute de telle personne parce qu'elle fait pas ça parfaitement, vont cibler des gens qui sont sur un autre continent en disant je suis sûre que c'est eux le problème, etc. Et c'est plus ça qui m'inquiète en fait, c'est plus le risque de montée de haine qui pourrait y avoir ou de conséquences sociales, etc. C'est vraiment plus ça, je pense, qui m'inquiète que les effets du réchauffement climatique qui, dans ma tête, sont plus lointains. Même si on commence à en avoir, évidemment, il fait de plus en plus chaud chaque été. Il y a plein de conséquences déjà du réchauffement climatique. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, je ne fais pas d'éco-anxiété. Ça veut pas dire que c'est pas un sujet qui me préoccupe, mais en tout cas, je fais pas des insomnies sur ce sujet. Je suis pas en anxiété sur ce sujet. Enfin, vraiment, le mot anxiété ne me caractérise pas sur ce sujet. Et donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai pu répondre au plus de questions possibles. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire si vous souhaitez que j'y réponde dans une autre vidéo. Sur Instagram, vous pouvez me poser vos questions aussi dans les boîtes à questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Pour ceux qui ont bien aimé mes vlogs de voyage, j'ai posté des petites suites, on va dire, en post avec mes partages de bonnes adresses, etc. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne aussi, c'est ce qui me soutient le plus et c'est gratuit. Je poste une vidéo tous les 5 jours environ. Si vous avez besoin d'un tableau budgétaire, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne pour vous procurer le tableau de gestion budgétaire automatisé que je propose dessus. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci encore à Aglaia d'avoir sponsorisé cette vidéo et de faire des bijoux aussi jolis tout en étant une marque super engagée. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!